bonjour à tous. Il y a 2 journées donc consacrées à la transmission et l'installation. C'est quelque chose de très important pour la filière des vins de Bergerac et de Duras. Le renouvellement générationnel, comme on sait tous, c'est pas une mince affaire. C'est quelque chose qui impacte les territoires, les filières, nos outils derrière de transformation, par exemple. En Dordogne, encore plus que dans d'autres territoires, l'agriculture garantit la qualité de vie des habitants et en préservant aussi nos paysages, on le sait bien en Dordogne, nos ressources. Alors c'est pas un sujet facile à aborder, la transmission, parce que ça touche à nos vies, dans ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est nos histoires familiales, nos propriétés, nos héritages, le passé, la tradition, et Dieu sait si en viticulture c'est important. Par contre, ne pas se préoccuper de ça, c'est se mettre en danger. On doit se préparer et puis accompagner les nouvelles générations dans leurs projets. Les nouveaux qui arrivent et ceux qui prendront la relève, comme chaque génération, auront à construire la pierre de l'édifice des vins de Bergerac et de Duras. Alors le contexte est un peu curieux et inédit sur des sujets comme ça qui sont très personnels, qui sont très terre à terre, qui touchent notre vie quotidienne, nos exploitations. Faire ça en visio au travers d'écran, c'est un peu particulier. Par contre, ça nous permet quand même de maintenir le cap, de continuer à avancer, parce que les vignes, il faut les tailler, le vin, il faut le faire et il faut le vendre. Alors, le Covid a aussi eu quelques avantages, c'est que il a amplifié des tendances de fond qu'on observe bien en Dordogne. C'est que beaucoup de porteurs de projets, de gens qui arrivent chez nous, s'intéressent à notre région, pour changer de vie. Donc notre devoir, et on a considéré à Bergerac à Duras que c'était important, en lien avec toutes les organisations professionnelles, de se mettre en ordre de marche pour qu'on puisse accompagner cette transformation qui est vitale pour nous. Donc ces 2 journées sont destinées à vous informer, à vous sensibiliser, des démarches à réaliser, à la fois pour préparer sa cessation d'activité, la transmission de son exploitation dans les meilleures conditions, parce que ça se prépare. Je dirais même que quand on commence à s'installer, il faudrait presque préparer sa transmission, tellement qu'on travaille sur du long terme. Donc je vous souhaite 2 bonnes journées de plein travail, et puis je souhaite qu'on se retrouve, je dirais peut-être dans quelques mois quand même, sur les exploitations, sur nos lieux de vie, avec des porteurs de projets et des cédants sur de beaux projets. Merci à tous et bonne journée, bon travail. Bonjour à tous. On travaille sur la transmission depuis bientôt 3 ans à l'interprofession des vins de Bergerac et Duras. Et pour vous montrer que c'est pas tout nouveau pour notre filière, on va vous diffuser une petite vidéo qui a été réalisée maintenant il y a 1 an et demi, qui est clairement sur cette dynamique-là. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais d'abord vous présenter les 4 ateliers. Donc, aujourd'hui, il y a 2 ateliers de 2 heures. Le premier, c'est l'atelier sur les
les enjeux sociaux de la transmission, en fait. C'est quoi une transmission, une cessation d'activité? Et cet après-midi, on va vous présenter la commission active. Pourquoi on se préoccupe de la transmission? Alors, sur notre territoire, ça représente plus de 50% des exploitants qui vont devoir céder leur exploitation ou au moins cesser leur activité dans les 10 ans à venir. Ça va représenter plus d'une cinquantaine d'exploitations qui vont être à transmettre et à céder par an. Donc c'est un réel enjeu pour nous en tant que filière et pour tous les partenaires de la commission active. Si on transforme ça en surface, ça donne 6000 hectares à transmettre dans les 10 prochaines années. Donc 6000 hectares à transmettre, c'est un enjeu pour nos paysages. Parce que si ce n'est plus la filière viticole qui est présente sur nos territoires, il peut y avoir un changement de culture. Donc ça peut être des céréales, de la lavande. Enfin, on peut aller très loin dans le changement de culture sur nos terres agricoles. C'est une des activités majeures du territoire de Bergerac. Ça représente le deuxième bassin d'emploi du Grand Bergeracois. Il y a les viticulteurs, il y a leurs salariés, il y a tous les prestataires et partenaires qui gravitent autour. Et donc c'est un vrai bassin d'emploi, et si la filière arrive pas à se renouveler, ça peut avoir un impact sur le territoire, sur l'économie locale. Donc on a tout intérêt, tous autant qu'on est, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la commission active qui existe, à faire en sorte que la filière elle puisse perdurer dans le temps. Enfin, notre filière, il y a plusieurs enjeux pour nous sur les 6000 hectares à transmettre. Ça représente des volumes qui sont potentiellement commercialisables. Notre vignoble, c'est le plus gros vignoble en AOC des vins du Sud-Ouest. Ça nous permet d'atteindre des marchés importants. Ça nous permet d'avoir une visibilité auprès de la France, mais aussi de l'Europe et du monde. Voilà pour les grands enjeux de ces 6000 hectares. Pour les 400 exploitants, l'enjeu pour notre territoire, c'est toutes les mutations à opérer. Il y a eu des schémas de commercialisation qui ont bien marché depuis ces 50 dernières années. Là, on sait qu'il faut mettre de nouveaux schémas de commercialisation en place, il faut se diversifier. Il y a aussi s'investir pour le territoire, tout ce qui est acteurs territoriaux, acteurs politiques, faire bouger. C'est des enjeux de surface, de production, de volume, mais c'est aussi des enjeux de personnes. Et ça nous permettra de préserver nos patrimoines et l'histoire du territoire et de la filière. Voilà pour les grandes phases, les grands enjeux pour nous, ce qu'on a identifié. Je vais laisser la parole à Danielle Guibaud. Donc c'est une sociologue qui travaille sur les questions de transmission, qui va nous permettre de réfléchir un petit peu plus sur les grands enjeux pour vous en tant qu'exploitant, tout ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de transmission. Bonjour à tous, donc j'ai le privilège de vous parler depuis la Bourgogne. Ça m'a très intéressé d'écouter les enjeux de territoire et de filière que vous venez de présenter. Et donc à mon tour, maintenant, je vais vous présenter en quoi vous êtes concernés par ces enjeux de territoire et à votre niveau individuel, comment aborder la problématique. Sachant que pour compléter la présentation, je voulais aussi dire que j'ai moi-même accompagné beaucoup d'exploitants en fin d'activité pour transmettre leur exploitation. Et la problématique liée à l'individu et à l'humain, je la connais assez bien. Donc déjà, pourquoi se poser la question de la cessation d'activité en agriculture? On parle facilement de transmission quand on est dans le cadre familial. On voit bien qu'aujourd'hui, le cadre familial n'est pas suffisant pour relever le défi. Et donc, la transmission, elle se questionne aussi en dehors du cadre familial. Comment accueillir les nouvelles personnes qui sont intéressées par votre territoire? Transmettre en dehors du cadre familial, ça n'est pas seulement une vente. C'est-à-dire que vous avez un rôle important à jouer dans la réussite du repreneur. Vous allez avoir à aider la personne à relever le défi. Et donc pour ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va devoir se préparer. Donc là, la diapo, elle vous présente en fait le plan de mon intervention. Je vais d'abord vous expliquer en quoi c'est un projet qui se prépare. On se posera la question qui voudra de mon exploitation, quelles sont les différentes options possibles. On fera un focus aussi sur l'attitude à avoir face à la transmission et ensuite donc on verra les étapes du changement.
Alors, c'est un projet qui se prépare, la transmission, puisque c'est déjà accepter de laisser sa place à une autre personne. Et c'est de prendre conscience que quelque part, je ne suis que de passage et justement, je suis un maillon de la chaîne. Alors, pour pouvoir transmettre, ça veut dire aussi que c'est important de se dissocier de son exploitation. Je ne suis pas mon exploitation, parce que trop souvent, en fait, on fait une confusion entre l'exploitant et l'exploitation. Et transmettre son exploitation, c'est transmettre mon outil de travail pour pouvoir nouer une nouvelle relation. C'est-à-dire qu'il y a une autre vie après l'exploitation, la vie professionnelle. Et donc, il va s'agir de pouvoir engager un nouveau projet en tant qu'individu. Alors là, je vous présente un outil un peu théorique, mais qui nous aide beaucoup à comprendre les étapes de changement. Je vais commencer à lire la diapo là, par le côté rupture, le chiffre 4 là. C'est-à-dire que ça va être une période où en fait il se passe quelque chose dans la vie qui va nous obliger ou nous inviter en tous les cas à entrer dans le cycle du changement. C'est-à-dire c'est soit l'âge de la retraite qui arrive, ça peut être un accident, une lassitude du travail où j'ai envie de changer, etc. Il peut y avoir plusieurs éléments qui vont faire qu'il y a rupture. Ensuite de cette rupture, de cet événement extérieur qui arrive, il va y avoir une étape importante qui va être de faire le deuil. Et ça, c'est peut-être le plus difficile, c'est-à-dire d'accepter que les choses ne seront plus comme avant et que progressivement, même si au départ je suis pas du tout prêt à ça parce que j'ai pas envie de vieillir, j'ai pas envie de m'arrêter et c'est tout à fait légitime. Je pense que tout le monde rencontre ça. Donc il y a beaucoup d'étapes qui sont longues dans l'étape de faire le deuil. Et pour voir dans quoi je vais pouvoir m'engager. Il y a 2 phases de changement. Le changement de premier ordre qui va être de faire autrement, c'est je continue mais de façon différente. L'autre étape qui va être de passer par le deuxième ordre, le changement, nouvelle valeur, voir autrement, qui va être en quelque sorte en fait construire un nouveau projet pour moi, c'est-à-dire engager une autre vie. C'est-à-dire, c'est construire d'autres possibles. C'est vraiment considérer que votre activité professionnelle fait partie d'un cycle. Ça va être important d'accepter que d'autres personnes vont continuer ce cycle autrement. Et vous allez continuer votre vie autrement également. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, donc, quand je dis ça se prépare, c'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et finalement permet d'organiser ce rebond. C'est-à-dire, à la fois, c'est psychologiquement pour l'exploitant être prêt à transmettre. Puis pour l'exploitation, parce que probablement qu'on va peut-être pas conduire son exploitation tout à fait de la même façon si je sais que je vais la transmettre. Le savoir, c'est aussi se donner le temps de bien vivre tous ces changements. C'est-à-dire que c'est pas la peine de le faire dans la précipitation ou dans l'urgence. Il faut pouvoir l'anticiper. Alors, ce qui est difficile dans cette hypothèse de pouvoir transmettre en dehors du cadre familial, et c'est justement pour ça qu'il y a tout ce travail qui est fait autour de vous pour vous sensibiliser à cette démarche-là, c'est que il va falloir se familiariser avec l'idée que je vais devoir transmettre à une personne que je ne connais pas encore. Donc, c'est une vente, c'est vrai, mais en fonction du candidat à la reprise, c'est un projet de transmission qui va naître. Et il va falloir progressivement arriver à lui faire confiance. Ça suppose que vous allez aussi pouvoir transmettre l'histoire du lieu, de la famille, c'est-à-dire tout ce qui a fait la richesse de votre domaine. Il va falloir apprendre à se connaître, bien sûr, savoir ce que le repreneur souhaite faire, ce qu'il est, quelle valeur il a, est-ce que vous vous sentez en phase avec lui, et surtout avoir de la considération et du respect pour ce que chacun propose. Prenons le temps d'écouter ces jeunes qui arrivent et voyons comment eux, ils imaginent l'avenir, quoi. Alors, la deuxième question qui vient, quand on est un peu plus prêt à se lancer, ça va être, mais qui voudra de mon exploitation? Et quelles options? Est-ce qu'elle est attrayante? Et donc, se poser la question aussi, est-ce qu'on peut faire autre chose sur mon exploitation que ce que j'ai fait? Ou faire la même chose, mais autrement? Alors, les options, ça va être aussi des questions à se poser, puisque dans un premier temps, on imagine souvent que, en fait, il faudrait pouvoir vendre l'ensemble du domaine, tout à une seule personne. Or, c'est rarement le plus simple. C'est rare de trouver une personne qui veut faire exactement la même chose que moi. Et donc, il va falloir plutôt regarder quels sont les différents éléments à transmettre. Ça va être à la fois l'outil de production, vos plantations, vos surfaces. Ça va être le foncier. Il y a aussi mon savoir-faire, c'est-à-dire toute l'expérience que vous avez acquise tout au long de votre carrière, elle est précieuse. Et donc, ça va être aussi se poser la question, est-ce que je suis prêt à transmettre mon savoir-faire? Est-ce que j'ai envie d'expliquer, d'aider un jeune à apprendre et donc à lui montrer comment j'ai travaillé? Et puis, il y a bien entendu la marque, mon fichier client, les stocks, les noms de domaine. Il y a tout ce qui a fait votre singularité à vous.
Alors là, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on est dans un processus de changement, soit subi, soit choisi. C'est-à-dire que je ne suis pas acteur de mon affaire. Et donc, si je ne décide rien, ça veut dire que je refuse de voir la réalité. Et donc, ça va entraîner, c'est que je vais avoir tendance à me renfermer, à avoir des pensées négatives sur les autres. Et j'ai l'illusion de croire que si je ne bouge pas, il pourra rien m'arriver. C'est-à-dire, je refuse de voir la réalité. Donc ça, c'est souvent une première attitude qu'on peut tous avoir à un moment donné. Et donc, je ne serai pas prêt, mon exploitation ne sera pas prête. Et donc, soit ça ne se fera pas, et donc tout va se dégrader, soit ça va se faire, mais un peu à l'arrache, et il va rester quelques rancœurs peut-être. C'est normal d'avoir peur au départ, mais progressivement, c'est de s'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur aussi pour progressivement se rendre compte qu'il y a aussi une vie après. Si je reste dans une attitude subie, c'est là où je prends beaucoup de risques de tout perdre, à la fois la santé, mon exploitation qui pourrait dépérir, et puis peut-être ne jamais retrouver de repreneur. Ça va être important de pouvoir choisir de transmettre. Parce que choisir de transmettre, c'est accepter de donner une seconde vie à mon outil de travail en confiant un nouvel entrepreneur. Et donner une seconde vie, ça donne de la valeur aussi au travail de toute une vie. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas sous prétexte que vous ne pouvez plus continuer, mais d'autres personnes vont pouvoir. Donc c'est aussi donc s'ouvrir à la réalité du contexte actuel, s'inscrire dans un collectif, c'est-à-dire bien comprendre que vous n'êtes pas seul. Avec les chiffres qui vous ont été présentés juste avant, vous voyez bien que vous êtes nombreux à être concernés par cette étape-là. Vous inscrire dans un collectif et dire voilà, je contribue à accueillir de nouvelles populations. Là, c'est là où on voit qu'il y a aussi un enjeu de territoire, que l'enjeu de territoire, ça concerne les individus eux-mêmes. Et de pouvoir transmettre, c'est aussi pouvoir valoriser vos compétences, votre savoir-faire. En formant un jeune avec vous, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous savez faire et c'est ça qui est précieux et ça donne de la valeur à votre travail. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir clore en fait son activité professionnelle, c'est de voir que ça n'a pas été vain, ça ne sert pas à rien puisque d'autres ont besoin de s'en saisir. C'est aussi donc faire le deuil sur le fait que ça ne sera pas quelqu'un de votre famille probablement. Les grandes étapes de changement, c'est vraiment ça, c'est passer de l'étape je n'y crois pas, il y a personne pour reprendre ma ferme. Et l'idée, c'est d'arriver à vous sensibiliser dans l'idée je suis prêt à rencontrer des personnes pour transmettre mon outil de travail. Les différentes étapes à franchir, c'est vraiment passer de voilà, je ne veux pas en parler, je refuse la situation, on a bien le temps, de sortir de cette croyance que les jeunes ne veulent plus travailler ou pas comme nous en tous les cas, que le métier est trop dur, de rester sur du passé, c'était plus facile avant, on se posait moins de questions. On va aussi avoir cette étape de croire que allez, si je continue un peu, peut-être que quelqu'un de la famille va finir par s'y intéresser, mon fils, ma fille peut-être vont revenir, qui sait. Et puis il y a un moment donné, faut peut-être accepter de dire en fait, c'est plus de mon âge, il faut que je passe à autre chose pour laisser faire les jeunes et se rendre compte que d'autres personnes l'ont fait avant vous et alors pourquoi pas vous. Voilà, donc là j'ai brossé un peu le schéma de tout ce qui se passe pendant cette phase de réflexion, de sensibilisation, d'acceptation, de pouvoir transmettre. Voilà, c'est vrai que c'est un peu particulier de présenter ça sans qu'il y ait d'interaction avec les personnes. On peut peut-être faire une petite pause et essayer de revenir s'il y a des questions, s'il y a des interventions. Oui, bonjour à tous. J'ai bien suivi la présentation de Daniel Guibaud, mais si je parle un peu de mon expérience personnelle, nous on était dans une situation, c'était une situation d'exploitation collective sous forme de GAEC. Forcément, il y a des choses qu'on ne contrôle pas complètement lorsqu'on est en collectif. Un des associés est parti avant sa retraite, donc ça a fait poser des questions concrètes non prévues dans le processus qu'on avait envisagé. Ça, c'est un premier point, donc il a fallu réagir. D'autre part, on était préparé à toutes les étapes que vous venez de présenter. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans notre cas, d'une exploitation collective où il y avait un projet qui était bien calé, avec une organisation, d'ailleurs aujourd'hui continue, mais que l'on estimait bien cadrée, bien structurée, on s'est aperçu que plusieurs personnes étaient intéressées par l'installation dans un cadre collectif, mais en fait, les candidats potentiels se sont plus ou moins désintéressés de cette idée parce qu'ils allaient avoir des difficultés à exprimer leur projet personnel dans une structure déjà bien engagée, avec des revenus qui correspondaient bien à ce qu'un nouvel installé peut espérer, mais de discordance entre le projet de celui qui voulait s'installer et la réalité de l'exploitation. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est une installation dans une structure collective. Je ne vais pas en dire plus. Je vais simplement me présenter un peu. Je suis adhérent à Terre de Liens et je participe aux travaux de Terre de Liens et en particulier sur une évaluation, les états des lieux des exploitations agricoles qui sont achetées par Terre de Liens
et mise à disposition de fermiers dans le cadre de contrats environnementaux. Voilà. Okay. Merci de m'avoir donné la parole. Voilà. En réponse à M. Landa, c'est effectivement les cas particuliers des sociétés qui recherchent un associé. C'est un nouveau groupe en fait qui se constitue. Ceux qui restent doivent reprendre leur projet, voir comment ils vont pouvoir le poursuivre. Et l'arrivée d'un associé dans un groupe déjà constitué, qui a déjà une histoire importante, ça reste quelque chose de très délicat parce qu'effectivement, la plupart des porteurs de projets qui recherchent une installation ont d'abord une volonté de vouloir monter leur projet personnel, comme n'importe quel entrepreneur en quelque sorte en fait. Quand on a envie de se lancer dans une entreprise, et c'est souvent très difficile de trouver une vraie place dans un collectif déjà constitué dans lequel je vais pouvoir m'exprimer pleinement. La transmission pour les sociétés agricoles, rechercher un nouvel associé, ça pose cette question-là. Comment renouveler les générations dans les sociétés existantes et faire en sorte que les nouveaux arrivants puissent s'y retrouver aussi. Il n'y a rien de pire pour un porteur de projet que d'aller rencontrer des exploitants en phase de cessation qui ne sont pas prêts en fait à céder et qui n'ont pas résolu un grand nombre de questions. Et je pense en particulier aux questions en lien avec la famille, parce que j'en ai parlé à ma conjointe. Qu'est-ce qu'on fait du domaine? Qu'est-ce qu'on fait de la maison? Plein de questions très concrètes qui doivent être examinées avant et réfléchies avant de pouvoir commencer à rencontrer des repreneurs. Monsieur Delage, vous voulez rajouter quelque chose? Non, si ce n'est effectivement me présenter, donc dire que je suis élu sur la communauté Portes-Sud-Périgord, au sud du Bergeracois, secteur Aimé-Ici-Jacques. Effectivement, lorsque j'ai vu cette invitation et cette matinée de réflexion, oui, j'ai souhaité m'inscrire dans la mesure où, comme vous le disiez en introduction, forcément, la filière viticole sur nos territoires sont particulièrement importants pour la vie sur nos communes et communautés de communes. Et on voit bien que quand on siège aux différentes instances, que ce soit au sein de la délégation générale du Grand Bergeracois, Feu, le PGB, et le Sicoteb, la partie viticulture et viticulture environnement dorénavant est particulièrement prégnante quand il s'agit de réfléchir et de se mettre en perspective sur les années à venir pour le territoire. Donc moi je suis heureux et puis surtout je suis là pour apprendre et éventuellement ensuite être un peu un passeur entre vous et les élus qui ne sont pas forcément toujours au fait des choses, parce qu'il faut savoir qu'il y a quantité de domaines qu'on aborde quand on est élu. Donc, quand on peut arriver et amener un peu quelques précisions et informations à des collègues au sein d'un collectif comme une communauté de communes, eh ben, c'est toujours bien. Voilà. Merci. Merci à vous. On va passer aux ateliers. Oui, on va vous inviter à réfléchir à 2 questions, l'une après l'autre. La première question, c'est une question très large qui vous amène en fait à essayer de voir au-delà de la transmission. C'est-à-dire, selon vous, une transmission réussie, ça serait quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire que vous avez réussi, vous êtes fier de cette étape-là? Donc, de façon très large. Donc là, je vous invite à un petit temps de réflexion. Là. On peut peut-être reprendre. Oui. Alors, qui souhaite faire part un peu de ses réflexions? Pour vous, une transmission réussie, ça serait quoi? Qu'est-ce que ça permettrait? Monsieur Huré. J'ai une exploitation de taille moyenne, il y a 33 hectares de vignes. Quand je me suis installé, j'en ai pris 12 et j'ai développé. Il y a eu la période des glorieuses en viticulture que je dirais de 90 à 2000 et donc là j'étais monté à 52 hectares de vignes en conventionnel. Ça marche bien, commercialisation en bouteille, 100%, beaucoup d'exports, etc. Et en 2007, j'ai décidé de me passer en conversion bio. À partir de 2016, j'estime que le bio a réellement une demande qui m'a permis de me redresser. Et aujourd'hui, j'ai une exploitation qui refait de la marge. Et c'est un peu ça qui me pousse à me sentir plus à l'aise pour proposer quelque chose à céder. Moi, je considérerais que j'aurais, donc, pour répondre à la question, réussi cette transmission si, à minima, je trouvais un porteur qui puisse, malgré mes craintes, reprendre l'ensemble et puis s'en arranger au niveau commercial et au niveau travail de la vigne et du vin.
Si je voyais arriver 2 ou 3 porteurs, parce que mon exploitation a l'avantage de pouvoir se morceler tout en gardant les unités viables en 2 voire 3. Pour moi, ça serait une bonne réussite. Dans le contexte socio-économique, environnemental actuel, je pense qu'il serait plus sage, on va dire, pour l'intérêt général, d'envisager de pousser des projets de ces tailles de 10-12 hectares, par exemple, encore que les hectares ne veulent pas dire grand-chose, parce que derrière, ça dépend comment on conditionne le vin et comment on le vend. Et si c'est pour le vendre en vrac, 12 hectares, c'est peut-être pas beaucoup. Si c'est pour tout vendre en bouteille, c'est déjà pas mal. Il y a des personnes qui peuvent intervenir aussi sur cette question. Pascal Chabot, bonjour à tous, Chambre d'agriculture Dordogne. Nous, ce qui nous paraît important dans cette question-là, c'est qu'une transmission réussie, c'est avant toute chose quelqu'un qui réalise son projet. On parle de transmission, tout à l'heure Daniel Guilbault a introduit en expliquant qu'il y avait un projet professionnel, il y avait une vie professionnelle, et que le jour où cette vie professionnelle s'arrêtait pour une raison X ou Y, qui peut être la retraite ou autre chose, le cycle de la vie continuait, mais avec autre chose, un autre projet de vie. Pour nous, une transmission est réussie quand on a réussi son projet de transmission, mais quand, en quelque part, on a aussi un projet de vie pour continuer après, continuer à être heureux. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, les transmissions ne se réalisent que si les personnes, que si les cédants se sont projetés après leur cessation d'activité dans une vie future. Et qu'il est très difficile à un cédant de dire, moi j'appelle le poteau rouge, de poser un poteau rouge pour dire je m'en vais tel jour. Si tout compte fait, il n'a rien prévu après sa cessation d'activité, s'il n'a pas de plan pour avoir une seconde vie. La personne ne peut être heureuse, enfin, puisqu'on parle de transmission heureuse et réussie, les deux sont associés pour moi, c'est que derrière, il y a d'autres enjeux que des enjeux financiers. C'est important de dire aussi qu'aujourd'hui, rares sont les agriculteurs qui arrivent à se défaire de la totalité de leurs actifs, professionnels ou privés. Donc souvent, ils restent habités sur le périmètre de leur exploitation agricole. Et donc, il y a souvent une relation qui s'instaure entre le cédant et le repreneur. Et c'est que cette seconde vie après la vie professionnelle, la vie de retraité, ne peut être heureuse que si tout se passe bien entre le repreneur et l'agriculteur qui a cédé. Et donc, nous, on le voit au quotidien dans les transmissions qui se sont opérées sur les dernières décennies. Parfois, c'est rare, mais ça peut arriver, où il n'y a pas justement cette alchimie qui s'est construite. On voit effectivement des repreneurs qui peuvent avoir une certaine amertume dans leur seconde vie, parce qu'il y a quelque chose qui a été raté. Donc la transmission réussie, c'est à la fois financier, mais c'est avant tout humain. Oui, pour compléter ce que dit Pascal, dans le début de mon exposé, je vous parlais qu'il fallait dissocier l'exploitation et l'exploitant. Et c'est vrai que ça reste majeur. Donc, dans un premier temps, on a surtout une vision, que devient l'exploitation. Si quelqu'un la reprend et qu'il peut continuer à en vivre, c'est une réussite. Mais il y a aussi que devient l'exploitant et quelle est sa vie après, et de pouvoir l'avoir anticipé. Ça va aider justement à ce qu'elle soit à l'image de ce que vous souhaitez. Et puis, il y a que devient la relation entre l'exploitant et le repreneur. C'est important que vous l'ayez anticipé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux, moi, après? Est-ce que je laisse les clés ou est-ce que je reste présent, et comment est-ce que c'est discuté, comment est-ce que c'est organisé avec le repreneur? Parce que dans certains cas, des repreneurs vont apprécier que vous soyez pas loin, que vous puissiez continuer soit à donner des coups de main ou à donner des repères, des conseils. Mais d'autres vont aussi souhaiter que vous ne mettiez plus les pieds dans le domaine pour pouvoir se sentir plus autonome, plus libre. Et c'est important que vous sachiez, vous, qu'est-ce qui va vous donner une vie, qu'est-ce qui va être bon pour vous. Il y a Jean-Yves Hortavant qui souhaite parler. Jean-Yves Hortavant, ça fait en Nouvelle-Aquitaine. Je rebondis sur la première intervention de Daniel Guilbault tout à l'heure, qui indiquait que c'était primordial d'anticiper la cession, c'est-à-dire prendre beaucoup de temps pour réfléchir à la façon dont ça va arriver. C'est pas une fatalité, c'est pas inéluctable, ça s'anticipe énormément et ça se limite pas à un inventaire du foncier, du stock, du matériel. C'est aussi envisager tous les aspects patrimoniaux, juridiques, fiscaux, économiques évidemment. Et c'est important que tout ça, ça conduise à donner envie à quelqu'un de reprendre, même si le cédant ne doit pas s'identifier et porter le projet à la place du repreneur, mais c'est important qu'il puisse l'aider dans toutes les composantes. Alors évidemment, il va pas décider à sa place, mais
c'est important que sur sa part, il la fasse complètement en ayant un projet mûri et, je dis pas abouti, mais un projet approfondi et anticipé. On va passer peut-être à la deuxième question. D'accord. Donc la deuxième question, ça va être, voilà, ce que je crains le plus dans ce projet de transmission, parce qu'évidemment, tout le monde a des craintes, hein, c'est normal, mais de pouvoir les mettre en lumière, ça permet d'y travailler. Il vaut mieux identifier ses craintes plutôt que de faire comme si on n'en avait pas, pour voir comment est-ce qu'on va les aborder et comment progressivement on va pouvoir les lever, ou en tous les cas avancer malgré ça. On se laisse pareil un petit volet de 5 minutes, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, si certains d'entre vous veulent prendre la parole, là, ça serait bienvenu. N'hésitez pas à exprimer en fait les questions, les inquiétudes, les craintes que vous pourriez avoir par rapport à ce projet de transmission. Monsieur Huret, vous avez des craintes, vous ? Non, pratiquement pas. La crainte que j'aurais personnellement, ça serait de ne pas pouvoir, au cours de ces années de transmission, justement savoir m'adapter à ma place où je suis, c'est-à-dire celle de cédant potentiel et à moyen terme. Voilà. Ce que je craindrais peut-être, c'est que ça traîne un peu trop en longueur. Comme je disais tout à l'heure, j'ai 66 ans, j'ai fait le deuil, comme disait madame tout à l'heure. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de crainte. Et puis, quant à un projet de vie au-delà, j'ai des projets et je n'ai pas la crainte de m'ennuyer au-delà, quoi. Voilà. Quand vous dites crainte que ça dure, est-ce que vous pourriez préciser, est-ce que vous êtes donné un temps c'est-à-dire où il faudrait que ça se fasse ? Tout à l'heure, vous parliez de 2 à 5 ans. Moi, si dans les 2 ans, je pourrais avoir, entre guillemets, réglé le problème, je ne serais pas contre. De plus, mon épouse a 2 ans de plus que moi et elle commence, elle est ma secrétaire depuis toujours, mais elle commence à en avoir un peu marre aussi, quoi. C'est ça. Faire un peu autre chose, quoi. Non. On a été passionné par ce qu'on a fait. Pour moi, je venais complètement d'ailleurs. J'ai acheté la propriété, j'avais jamais vu la vigne faire son cycle complet quand j'ai acheté mes 12 hectares de vigne en production. Donc, de voir arriver des nouveaux porteurs, je suis attentiste, mais aussi très curieux et très enthousiaste. Donc, il faut vraiment être ouvert, quoi. Ça, c'est clair. Alors, normalement, juste au niveau de ces 2 journées, on a une quinzaine de porteurs de projets à l'installation qui sont inscrits. C'est 15 porteurs de projets qui ont fait la démarche d'accorder du temps, donc qui sont vraiment enclenchés sur notre territoire, sur notre filière, qui ont vraiment envie de s'installer. Et derrière, il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir et qui ont envie aussi, mais qui sont peut-être pas au même niveau de cheminement. Donc, je rappelle ça pour dire que une des craintes, c'est de se dire qu'il y a personne parce que il y a une crise, il y a beaucoup d'événements économiques en ce moment et pas que. Faut se dire que ces événements économiques, c'est des moteurs à la prise de décision pour vous comme pour eux. Donc des gens qui avaient déjà une idée de venir à la campagne, de s'installer et de changer de vie, ces personnes-là, elles avancent plus rapidement dans leur projet d'installation et donc on a de la chance, on est en Dordogne et il y a du monde qui souhaite s'installer. Je parle de ça parce que oui. À mon sens, c'est une des principales craintes du territoire de se dire qu'il n'y a pas de porteurs de projet à l'installation. En fait, s'il y en a beaucoup, mais il faut que les cédants soient prêts aussi à les accueillir. Voilà. Par rapport à ça, moi, je voudrais juste donner quelques chiffres. Depuis le confinement, on a vu une augmentation de 30% des candidats qui s'inscrivent au répertoire à l'installation et de 13% des personnes qui demandent des renseignements pour s'installer au point accueil, installation, transmission. Ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est que ce confinement a vraiment fait réfléchir une certaine catégorie de la population, notamment beaucoup de cadres, sur le sens de la vie, le sens de ce qu'ils ont envie de faire, de leur futur projet de vie.
C'est des gens qui sont très motivés, qui ont de beaux projets, qui ont les capacités financières de leurs ambitions et qui vont commencer par se former avant d'aller plus loin dans leurs projets. Donc je crois que par rapport à ça, que ce soit la viticulture ou que ce soit de façon générale l'agriculture, surtout l'agriculture de Dordogne, on a, en termes de transmission, si on a des cédants qui sont dans la même posture que le cédant qu'on a entendu tout à l'heure, M. Huret, c'est-à-dire qui ont pris la décision de transmettre, et si on reprend le triptyque de Jean-Paul Landa, qui était de dire une économie qui soit plutôt saine et l'environnement. Vous nous avez expliqué que vous êtes passé en bio depuis 2007. Et le troisième pied, c'était le social. Et le social, on a vu que ça dépendait beaucoup du cédant aujourd'hui. Et donc, si la personne est tout à fait ouverte à une transmission et si elle est prête à accompagner le jeune, je dirais que tous les clignotants du triptyque transmission sont ouverts. Et surtout, on a une majorité de ces candidats-là. On en a 72% depuis les 3 dernières années qui veulent s'installer sur des exploitations en bio ou qui sont respectueuses de l'environnement. Donc on voit derrière que le sens environnemental prend de plus en plus de place dans les projets des jeunes. Moi, je voulais rebondir un petit peu aussi sur les différents niveaux de crainte qu'il peut y avoir. On voit bien que là aussi, il y a des craintes qui sont de l'ordre plus économique, environnemental, des choses qui sont plus externes à vous-même, donc vous n'êtes pas tout seul à pouvoir agir dessus ou à ne pas pouvoir agir. Des fois, on est un peu démuni. Et il y a aussi les craintes qui sont liées à soi. Et monsieur, là, vous disiez bien, est-ce que je vais savoir m'adapter, prendre ma place de cédant ? C'est plus, ça peut être aussi ce genre de choses-là, c'est savoir comment est-ce que je vais réagir face à une personne qui se présente. Et souvent, je propose, moi, que vous puissiez vous souvenir un petit peu comment c'était vous quand vous vous êtes installé. Est-ce que vous avez été aidé ? Est-ce que vous avez eu ce que vous auriez aimé avoir en termes de acquisition de compétences ? C'est-à-dire que quand vous accueillez un jeune qui aujourd'hui doit apprendre le métier ou en tous les cas n'a pas encore... Vous disiez tout à l'heure, là, vous n'avez pas vu le cycle, vous n'aviez pas vu un cycle complet de vigne encore au moment où vous êtes installé. Donc forcément, il manquait des compétences, il fallait les acquérir. Et du coup, c'est aussi se poser la question, quelle image je porte vis-à-vis d'un plus jeune qui arrive dans le métier et qui doit encore l'apprendre ? Est-ce que je l'accueille comme tel, comme quelqu'un qui a un potentiel à développer, qui a une envie ? Ou est-ce que je vais lui fermer la porte en disant « t'es pas capable ». Quelle est ma capacité d'accueil, quoi ? Est-ce que ma capacité d'accueil face à des personnes qui ont un autre parcours professionnel et que je ne connais pas forcément ? Et du coup, c'est aussi prendre le temps de l'ouverture et le temps de se connaître, de s'apprécier, de se respecter. Et de se souvenir comment c'était pour vous au moment où vous êtes installé, ça peut aider aussi pour ça, pour voir quelle attitude je pourrais avoir maintenant. C'est le moment de savoir si ce premier atelier vous a plu. Donc, si vous avez des remarques sur la visio, l'atelier tel qu'il a été mené, la qualité de tout ça, n'hésitez pas. On peut peut-être aussi inviter les gens, chacun, à ouvrir vos micros et vos vidéos. En quoi ça vous a intéressé ce matin, ou juste un petit mot pour dire qui vous êtes. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Voilà. Moi j'ai bien apprécié ce matin. Ce que je regrette un peu, c'est que mon mari ne m'ait pas accompagnée. Tout simplement parce que nous sommes... on approche de la retraite, de toute façon. On a encore un peu de temps devant nous, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je suis plus en avant que lui sur le sujet, quoi. Ouais. Moi, ma crainte, si vous voulez, c'est plus... de pas trouver la personne qui va aller bien, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aurais souhaité, c'était avoir quelqu'un qu'on puisse accompagner dans un premier temps et qui aurait été intéressé pour une reprise, parce qu'on n'a pas de repreneur familial, donc il faut faire le pas vers quelqu'un de l'extérieur. C'est vrai que ça, c'est un aspect qu'on n'avait pas évoqué ce matin, et merci de l'apporter. C'est que pour un couple d'exploitants, il faut être prêt en même temps. C'est ça. Parce que s'il y en a un qui n'est pas prêt, vous rencontrerez jamais le bon repreneur, parce qu'il y aura toujours de bonnes raisons pour dire que c'est pas le bon. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'avais proposé, c'était qu'on investisse, entre guillemets, dans un apprenti qui aurait pu être intéressé, après justement, qui n'avait pas de domaine familial, qui aurait été intéressé par le métier et qui aurait pu... Très bien, oui.
Donc c'est une proposition que vous aviez faite, ça, que vous avez fait. Oui, que j'ai soumis, que j'ai soumis à mon mari il y a déjà 3 ans, mais bon, on en est toujours, on est toujours au même stade. Bon, maintenant, on n'est pas encore à la retraite, on a encore un peu de temps, mais comme ça va vite. Ça va vite, c'est ça. Et comme le fait de mûrir ces idées-là, ça met du temps, vous avez bien raison de commencer à en parler maintenant. Il y a Monsieur Hortavant qui veut... Oui, en matière d'accompagnement à la cession, il existe des modalités de tuilage qui vont pas simplement se limiter à la cession d'un fichier client ou un inventaire de ce qui ne peut pas être écrit dans des actes ou des projets de cession, mais il y a des contrats de parrainage, il y a des contrats salariés à durée déterminée pour justement procéder à une transmission dans le temps et dans la douceur. Et c'est un gage de réussite quand ça a été mûrement réfléchi. Compléter ce que vient de dire Jean-Yves Hortavant, aussi, il y a aussi des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement de la transmission, que ce soit la Maison des Paysans, que ce soit Serre France, que ce soit la Chambre d'agriculture, qui peuvent à un moment donné vous donner des clés pour avancer dans votre réflexion et prendre un peu les choses en main, devenir pilote de votre projet de transmission. Parce que ça fait partie des projets où on s'aperçoit des fois que tout seul on peut être perdu. Je voulais juste rebondir un chouïa sur ce qui vient d'être dit, sur le fait de prendre quelqu'un en apprentissage. Ça peut être un peu compliqué de le prendre dans ce sens-là. Il faudrait mieux essayer d'aller chercher, et c'est pour ça que j'en parle, un candidat à l'installation qui a un besoin de formation. Parce que d'un côté, vous allez aller chercher un apprenti, mais qui va être un petit peu jeune, et vous allez faire appel à un établissement de formation qui n'a pas forcément les compétences pour identifier si c'est un porteur de projet à l'installation solide ou voilà, qui va dans le futur le devenir. De l'autre côté, vous allez aller chercher des personnes qui accompagnent des porteurs de projets à l'installation pratiquement tous les jours et qui savent évaluer où ils en sont dans leur thématique et ils savent aussi les accompagner dans leur recherche de formation complémentaire. C'est rare de trouver un contrat d'apprentissage style BTS Viti-Eno qui a déjà un projet d'installation. Ça existe, hein, je dis pas le contraire. Mais quand ils arrivent en BTS, s'ils ont un projet d'installation, ils ont souvent le projet qui est déjà défini à l'avance. Donc ils ont déjà l'exploitation. Voilà. Donc il vaut mieux aller chercher un porteur de projet à l'installation directement et le former. Ça peut être un soutien. Ce qui est important à travers tout ça, c'est la communication, c'est le faire savoir. On peut démarrer 4-5 ans à l'avance, alors soit en prenant un apprenti, soit en prenant un salarié, soit en rentrant dans un groupement d'employeurs. Mais l'idée, c'est de communiquer sur votre envie, sur l'envie qu'on a de transmettre son exploitation. Et c'est cette communication qui fera qu'un jour, vous allez sûrement trouver un repreneur. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas garder sur soi, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que plus de la moitié des exploitations qui sont reprises hors du cadre familial dans notre département sont reprises par des candidats qui sont dans un rayon de 20 km autour de l'exploitation, mais que la personne ne connaissait pas. C'est que c'est l'envie et le besoin de communiquer sur le sujet de la transmission de son exploitation, parce que c'est ça qui demain vous amènera le bon candidat dans la cour. Monsieur de Bettman cherchait à intervenir. Enfin, en tout cas, allez-y. Bonjour, moi c'est Pierre-Olivier Decamp. Ah, pardon. Non, pas de souci, mais je suis porteur de projet. D'abord, je voudrais vous remercier parce que c'est très intéressant, à la fois sur l'organisation de la journée, à la fois de permettre d'avoir des échanges entre porteurs de projets et puis exploitants qui souhaitent transmettre à plus ou moins longue échéance. J'ai réagi moi par rapport aux craintes. Je viens pas du tout du monde agricole à la base. Je me suis formé pendant 2 ans en Bourgogne au lycée viticole de Beaune. Et ma crainte après 2 ans passés dans les vignes, elles sont surtout humaines. Et je pense qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont à l'aise avec le fait de pas maîtriser les événements, qu'ils soient météorologiques, qu'ils soient économiques. En revanche, plus on passe du temps avec la terre et plus on se rend compte que c'est avant tout une histoire de relations humaines. Donc je voudrais vous remercier déjà d'avoir abordé ce sujet. J'ai entendu beaucoup d'histoires, alors qui sont propres à la Bourgogne, mais qui, je pense, peuvent exister sur d'autres territoires, de difficultés à transmettre, y compris dans un cadre familial, avec un exemple très criant
de deux générations qui se suivent. Et en fait, le grand-père n'a jamais laissé la main au père et le père arrive à la retraite. Et la question sur le territoire, c'est est-ce que le fils va faire ce qu'a fait son père vis-à-vis de son propre enfant? Et donc, moi, à titre personnel, ma crainte, elle est vraiment de savoir comment on arrive à se transmettre le flambeau. Et finalement, le cédant a accepté que l'histoire, elle est transmise et que celui qui prend la suite peut poser ses propres choix. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet, hein, c'est le sujet de lâcher prise de celui qui cède. Et c'est aussi vrai, effectivement, dans le cadre familial, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est plus vrai, mais c'est très, très présent. Cette incapacité, en fait, à laisser les nouvelles générations continuer. C'est une réalité. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des tierces personnes qui interviennent dans le processus d'accompagnement à la transmission pour que des éléments un peu délicats à aborder en famille puissent aussi être abordés par la présence d'une tierce personne. Et la deuxième crainte, ça serait d'avoir une vision qui soit déformée de l'exploitation à reprendre, aussi bien au niveau du foncier qu'au niveau des relations entre les partenaires sur le terrain ou les clients, parce qu'on peut avoir tendance à enjoliver les choses pour peut-être survaloriser. L'idée, c'est d'être vraiment, en tout cas moi c'est comme ça que j'aborde le sujet, c'est dans un schéma gagnant-gagnant, c'est-à-dire que finalement on a l'honnêteté de regarder à la fois les points forts et les points faibles de son exploitation, de les partager pour que la personne qui prend la suite puisse prendre les bonnes décisions et que finalement tout se pérennise dans le temps et qu'on en sorte satisfait, comme vous l'avez évoqué dans cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour l'intervention. Je vais essayer de laisser la parole à Gaëlle. Très bien. Je voulais vous remercier pour cette matinée. Moi, je suis porteuse de projet. Je vous remercie parce que c'est une plateforme aujourd'hui de convergence de projets finalement, de projets de ceux qui cèdent, de projets de ceux qui veulent reprendre. Et c'est pas toujours évident de se retrouver sur les projets. On se retrouve en fait sur des plateformes d'échange de foncier. Et finalement, c'est très réducteur. Et moi, je suis contente de rencontrer finalement des gens qui ont un projet de céder leur terre parce qu'on rencontre que des gens qui veulent vendre leur terre. Voilà. Et je trouve ça beaucoup plus humain. Et c'est ce dont on a besoin, nous, en tant que repreneurs, et certainement aussi pour les cédants, c'est de rencontrer les personnes et de partager leur histoire, finalement. C'est très important. Et cette plateforme aujourd'hui, enfin, du moins sur ces 2 jours, c'est très agréable de pouvoir échanger, pas juste sur du foncier, mais sur des histoires. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Eke veut parler ou pas? Merci de me donner la parole. Bonjour. Ce qu'il vient de dire est particulièrement significatif et vrai sur la viticulture parce que c'est pas seulement des terres et des vignes. On passe une bonne partie de notre existence de vigneron à faire rêver le client, à lui parler du côté extrêmement personnel de la production qui a une identité, qui a un lieu de provenance, une date de naissance, une signature de celui qui fait la vigne et qui fait le vin. Et donc se dessaisir par obligation parce que le temps a passé, eh bien c'est pas seulement des terres, effectivement, mais c'est toute cette histoire-là qui doit être transmise. Moi, j'ai les vignes qui ont 66 ans et on y fait des vins qui me passionnent et je crois que elles peuvent être encore là demain pour celui qui les cultivera. Et à titre personnel, j'ai une incertitude sur mon exploitation. Nous avons 40 hectares de vignes plus 7 hectares de location sur le Pêche Charmant, 40 à Montravel. Et c'est toute une histoire qui n'est pas certaine d'être reconduite dans le cadre familial. C'est la raison pour laquelle je vais suivre au mieux ce qui est proposé, ce que vous faites. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Bon, mais je pense qu'on peut arrêter l'atelier de la matinée. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent à 14h30.